Et nous allons accueillir Michel Rothenberg, qui est professeur de sociologie à l'université Jean Monnet, qui est membre du laboratoire Max Weber, et qui va nous parler non pas d'un artiste, mais plutôt d'un chercheur, Jérôme Craze, pour une intervention qui s'appelle « Voir les villes changer ». Bien, bonjour à tous. Oui, Jordi n'a pas donné tout le titre de mon intervention. Le titre complet, c'est « Voir les villes changer, le travail ethnographique et photographique du sociologue new-yorkais Jérôme Craze ». Alors, Jérôme Craze est un sociologue aujourd'hui à la retraite, professeur émérite au Brooklyn College à New York, que j'ai rencontré à l'occasion d'un certain nombre de colloques il y a déjà une dizaine d'années. Et je vais m'appuyer dans la communication que je vais faire ici sur un certain nombre de sources. Bon, d'abord deux de ses principaux ouvrages qui sont indiqués ici sur l'écran, et puis dont j'ai fait la recension, et puis un entretien que j'ai fait avec lui par email interposé il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps. Et je vais également appuyer cette intervention sur le blog que lui-même anime avec un autre sociologue urbain, Timothy Schroetel. Alors, Jérôme Craze est né à Brooklyn, c'est important de le dire, dans un quartier populaire. Son père était ouvrier, dans aujourd'hui l'un des quartiers qui est les plus malfamés de Brooklyn, dans lesquels, qui est devenu un haut lieu du trafic de drogue. On avait fait une visite de Brooklyn avec lui il y a quelques années, et il m'avait formellement interdit de photographier dans ce quartier où il habitait quand il était gamin, où il jouait au foot, etc., où il avait encore quelques copains. Et puis il a réussi, il fait partie de ces enfants de la classe populaire qui ont réussi leur vie. Il est devenu professeur à l'université de New York. Il habite toujours Brooklyn et il a simplement changé de quartier. Maintenant, il habite dans un quartier beaucoup plus résidentiel et bourgeois. Cependant, il a gardé, c'est un élément important pour la suite, il a gardé un sens de l'engagement, il a gardé un certain nombre, une sensibilité très forte à ces milieux populaires d'où il est issu. Également, il a gardé une sensibilité très forte aux questions migratoires. Et en fait, Jérôme Craze construit sa sociologie entre l'ethnographie, j'y reviendrai, les migrations, l'étude des migrations, et ce qu'on appelle aux États-Unis la visual sociology, qu'il ne faut surtout pas traduire par sociologie visuelle, qui est quelque chose d'un peu différent en France. Donc là, vous avez Jérôme qui est là, devant la vitrine de l'association dont il était président pendant quelques années. Et une photo qui est de moi, de quartier de Govanus, Canal. C'est la seule photo de moi-même que je vous laisserai, les autres. Elles sont soit de lui, soit que j'ai prises sur Internet. Donc Jérôme Craze est enseignant. Il a formé un grand nombre d'étudiants de Brooklyn. Il les a formés essentiellement à la marche urbaine, bien avant que ce type de sociologie ne devienne populaire en France. Pourtant, c'est beaucoup en lisant les Français qu'il s'est formé, en particulier en lisant Michel de Certeau, qu'il a découvert l'importance de la marche dans l'exploration urbaine. D'autres l'ont dit après Michel de Certeau en France. Il y a toute une tradition maintenant qui s'est bien installée et qui s'est développée parallèlement à la même époque. Une autre des inspirations majeures de Jérôme Craze, c'est Erving Goffman, le sociologue bien connu. Erving Goffman, le plus important des représentants de ce qu'on a appelé la seconde école de Chicago, et qui a construit une partie de sa sociologie sur l'idée que les phénomènes sociaux sont visibles, et que l'une des tâches du sociologue est de rendre
de comprendre cette visibilité, de la traduire en termes sociologiques, qu'il s'agisse du stigmate sur lequel Goffman a beaucoup travaillé, ou qu'il s'agisse du face-à-face, autre sujet important dans sa sociologie. Un peu plus tard, Jerome Craze va découvrir les travaux de Lefebvre, un sociologue aujourd'hui probablement plus, enfin sociologue ou philosophe probablement plus connu aux États-Unis qu'en France. Son influence sur la sociologie américaine étant particulièrement importante dans le fait que la compréhension du phénomène urbain tel que les Américains, enfin un certain type d'Américains, un certain type de sociologie américaine le découvre aujourd'hui, met l'accent sur l'influence que le capitalisme a pu avoir sur ces transformations urbaines. On peut aussi remarquer chez Craze un cousinage important entre Lefebvre et lui, à propos de ce que Lefebvre avait appelé le droit à la ville des citoyens, droit à la ville que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous peut défendre vis-à-vis des institutions publiques, vis-à-vis des ingénieurs, vis-à-vis d'une économie de la ville qui la transforme et qui nous en rend d'une certaine façon un peu étrangers. D'autre part, il faut aussi signaler quelque chose qui serait important chez lui, qu'il prend chez Lefebvre, c'est cette distinction tout à fait importante chez lui, qui est faite entre l'habité. Lefebvre a beaucoup travaillé sur l'habité, comment les gens habitent, et Lefebvre renvoie l'habité aux habitants, aux pratiques habitantes, aux représentations habitantes, et l'habitat, qui chez Lefebvre renvoie généralement, encore que ce n'est pas toujours aussi clair, hein, enfin, renvoie généralement plutôt aux politiques publiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va aussi beaucoup retrouver chez Jerome Craze. Enfin, il inscrit son travail dans ce que j'appelais, j'ai déjà évoqué tout à l'heure, la visual sociology, dont il est, sinon le fondateur, mais du coup, en tout cas, l'un des pionniers, avec un certain nombre d'autres avec lesquels il continue de travailler ou d'autres. Alors cette visual sociology, il ne faut surtout pas la traduire par sociologie visuelle. En français, sociologie visuelle, c'est plutôt le cinéma sociologique. La visual sociology, je cite là un texte qu'il a publié avec un autre sociologue qui s'appelle Zweig. Je l'avais mis en bibliographie. Je donne une définition. Elle postule que des données scientifiquement pertinentes peuvent être obtenues par la simple observation, l'analyse et la théorisation des manifestations sociales visibles, en particulier les comportements des acteurs et les expressions de la culture matérielle. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans le cinéma. On est à peine dans la photo d'ailleurs. Les images constituent ainsi, pour cette visual sociology, de véritables données pour l'étude de la réalité sociale. Cependant, elles ne suffisent pas en elles-mêmes. Ces images prennent en effet leur sens dans le cadre d'une théorie sociologique, d'une théorie sociale qui préexiste à la prise de vue. Tout comme n'importe quelle donnée empirique chez un sociologue, elles ne vont pas nécessairement être visibles dans l'analyse, même si ce n'est pas du tout le cas de Jerome Craze, mais on peut avoir une sociologie visuelle qui ne renverra à aucune image, à aucune photo, puisque ce qui est l'essentiel, hein, c'est cette idée qu'on va comprendre le monde social à partir de ce qu'on voit, partant aussi de l'idée que les gens rendent visible une partie de leurs pratiques, de leurs comportements, une partie des structures sociales peuvent être rendues visibles par l'image et par la vue. Alors, la pratique photographique de Jerome Craze. L'une des idées qui lui est le plus chère, c'est que la manière dont les gens se montrent dans l'espace public, mais aussi comment ils aménagent leur espace, est une donnée sociologique essentielle pour les comprendre, y compris lorsqu'ils sont stigmatisés. De ce point de vue, il pourrait être rapproché du travail de Jackson, ce qu'il admet très volontiers dans les entretiens que j'ai faits avec lui. Sa différence avec Jackson, c'est qu'il n'est ni dans une perspective de création, je cite ses propos, ni dans une perspective de conservation qui était celle, selon lui, des vernacular landscapes. Mais il est, lui, dans une perspective compréhensive et, si possible, militante, en vue de changer les choses. C'est toutes des photos de lui, là, que je vous donne. Dès les années 1970,
Craze commence à photographier en même temps qu'il pratique l'ethnographie. Il utilise des objectifs de 35 ou 50 mm, privilégiant les scènes de rue et les façades d'immeubles, à la fois comme documentation et pour engager une analyse visuelle de la ville, par exemple à propos des types de construction. Il s'est mis ensuite aux caméras numériques, mais dans un strict souci documentaire, sans aucune prétention artistique ou esthétique. Il photographie prioritairement des lieux, des scènes, ce que les anglo-saxons nomment des neighborhoods, qu'on traduit par voisinage en français, mais pareil, la traduction française n'est pas très juste. Par exemple, dans des quartiers ethniques. Sa manière privilégiée de photographier est de commencer par prendre des vues de grand angle, puis de recentrer sur tel ou tel élément qui l'intéresse, en fonction des questions, en fonction de la problématique qui s'était posée au départ. Il privilégie des prises de vue où les gens ne font pas attention à lui, ou bien beaucoup de ces photos, il n'y a personne, il n'y a aucun acteur, et s'il y a des personnages, il prend l'image simplement avec leur accord, ou, plus souvent encore, quand les gens le lui demandent. Et donc là, il y a une véritable mise en scène qu'il organise avec les personnages. Ces images sont conservées sur plusieurs supports, publics ou non publics, Dropbox, iCloud, Google, etc. Il a également sur disque dur. Là, je vous ai mis l'image du site qu'il anime avec Timothy Shuttle. La première page. Voilà. Ces images sont classées par lieu, par date, souvent sans commentaire. Une partie est classée par thème en fonction d'un certain nombre de sujets qui l'intéressent, et on va en voir tout à l'heure, autour des Little Italy à New York. Donc là, je vous ai mis un exemple comment on appelle ça, un captage, une capture d'écran, capture d'écran du site que j'ai prise autour des différentes thématiques, principales thématiques. Et à l'intérieur de chacun de ces titres, vous avez 50, 100, 150 images qui sont présentes et qui sont disponibles par le public. Il suffit d'avoir l'adresse. Maintenant, on va faire un petit voyage dans cet ouvrage « Seeing Cities Change, Local Culture and Class ». C'est un ouvrage qui est intimement lié à son histoire personnelle. Donc, sociologue urbain, vivant à Brooklyn, militant de gauche, il voit son quartier changer, il voit sa ville changer très rapidement, avec des effets sociaux considérables. Gentrification, expulsion des populations les plus pauvres des quartiers rénovés, recouvrement des vagues d'immigration les unes par les autres, modification du paysage urbain, etc., etc. Alors, quelques idées principales qui sont dans l'ouvrage et qui vont nous permettre de comprendre ensuite l'exemple que je vous donnerai sur Little Italy, qui vont nous permettre de donner quelques pistes d'interprétation, d'analyse de ces images. Première idée importante, qui rappelle fortement Lefebvre que j'évoquais tout à l'heure, c'est que les villes appartiennent d'abord à leurs habitants. Leurs habitants, à ceux qui parcourent les rues, qui ne sont pas forcément les habitants, qui s'approprient ou non les espaces publics, qu'ils occupent les trottoirs, n'importe quel lieu de la ville. Pour Lefebvre, pour Craze, il y a une responsabilité majeure du sociologue de rappeler cette évidence. Les villes sont d'abord des espaces habités et occupés par leurs habitants et pour leurs habitants. Deuxième idée, l'ouvrage fait une place importante aux dynamiques spatiales, qui sont celles des migrants, entre ces deux pôles de la mobilité et de la résidentialité. Ce qui est par ailleurs l'un des thèmes majeurs, central, de la sociologie de l'école de Chicago, première en particulier, mais aussi ceux qui vont suivre. Ainsi, le trait principal du livre, tout au long des chapitres, est de décrire comment les migrations successives qui s'installent à New York City prennent place dans un quartier, modèlent un certain paysage urbain qui évolue plus ou moins à mesure que d'autres migrations s'installent, que les anciens migrants partent vers d'autres quartiers, voire quittent New York pour s'installer dans les périphéries, voire dans d'autres villes américaines. Les villes sont ainsi des lieux et des espaces de brassage, de rencontres, où l'on peut lire des stratégies spatiales
particulière à chaque communauté et plus largement aux communautés migrantes. Petite parenthèse, il faut toujours faire quand on parle de communauté dans un public français, la définition américaine de la communauté, définition anglo-saxonne de la communauté, n'est pas le même que celle qu'on utilise en France. Encore que les Français utilisent beaucoup la notion de communauté universitaire. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû l'entendre, sans se rendre compte que dès qu'on l'utilise dans l'espace public, ça devient toujours un petit peu suspect, ce terme de communauté. Enfin, chez les anglo-saxons, il y a des communautés de voisinage, des communautés d'affinité, des communautés ethniques, des communautés de tout ce qu'on veut. Les Italiens, par exemple, qui s'installent dans le Bronx, et pas seulement dans le Bronx, mais qui s'installent dans le Bronx, vont y créer des activités économiques variées, tournées beaucoup vers l'artisanat, vers la restauration dans un premier temps, à destination de leur communauté. Et c'est simplement dans un deuxième temps que ces activités économiques vont s'ouvrir à d'autres extérieurs à la communauté. La stratégie territoriale de ces Italiens est de rester groupés, d'investir un quartier dans lequel se confondent réseaux sociaux, proximité spatiale, intimité culturelle, notion qui n'est pas présente chez Craze, mais que j'emprunte à un anthropologue américain, Michael Hertzfeld, liens professionnels, zones de chalandise, etc. Puis la promotion sociale aidant, ces migrants vont quitter New York pour aller vivre dans les banlieues résidentielles. La réussite économique fera que certains vont pouvoir multiplier des relations, des réseaux internationaux vers l'Italie ou vers d'autres pays, vers la communauté italienne ou vers d'autres communautés. Beaucoup n'auront plus aucun intérêt dans Little Italy, du Bronx ou de Manhattan, mais ils y reviendront. Et ils y reviendront pour sentir cette intimité culturelle partagée avec leurs compatriotes, je ne sais pas si on peut utiliser le terme, leurs communautaires italiens, quitte à enjoliver cette relation d'affinité avec les Italiens, quitte à mettre avant toute chose la bella figura qu'on est censé faire dans les rues quand on se promène dans Little Italy. C'est-à-dire qu'on va s'habiller bien, beaucoup mieux que quand on... ou mieux, il faut que je fasse attention, il y a des Italiens dans la salle. Il y en a plusieurs, je crois même. Bon. Il faut qu'on s'habille bien, on drague, qu'on soit garçon ou fille, on s'assied aux terrasses, on boit des cafés. On y vient en touriste de l'intérieur ou en touriste de l'extérieur. Les activités commerciales continuent à exister, mais de plus en plus, elles vont être à destination des touristes, italiens de l'intérieur ou italiens d'Italie, ou pas du tout italiens, touristes américains ou étrangers en quête d'exotisme. Les Little Italy aujourd'hui, celle de Manhattan et d'autres, sont parmi les lieux privilégiés dans les guides touristiques si vous voulez visiter New York. Troisième point, important chez Craze, la déambulation ethnographique que j'évoquais au début. Donc il pratique cette déambulation avec son appareil. Vous l'avez vu dans la première photo que je vous ai mise, il a toujours l'appareil en bandoulière. Il interroge les gens. Il faut apprendre à connaître les quartiers, peuplés ou fréquentés de diverses vagues migratoires qui se sont succédées. Il faut chercher à comprendre intimement et dans la longue durée les habitants. Comment ces quartiers se transforment, comment tout cela va trouver une cohérence finalement qu'il interprète, qu'il approfondit en fonction de ce qu'il entend, mais en fonction aussi des enquêtes qu'il va faire, en fonction des archives qu'il va également travailler. Les enseignes de magasins, les manières de se vêtir, de se comporter dans l'espace public, de décorer la façade de son immeuble ou de sa boutique, la préférence à fréquenter des compatriotes qui vous ressemblent, bref, toute cette sémiologie de la ville se traduit dans des paysages urbains particuliers qui expriment une certaine typicité propre au groupe communautaire. C'est la notion de paysage urbain vernaculaire qu'il va développer dans cet ouvrage et qu'il va directement qui est directement inspiré du travail de Jackson et qui est pour lui quelque chose de tout à fait essentiel dans son travail. Alors, je ne sais pas si je n'ai pas le temps de revenir sur la notion de paysage vernaculaire. Je pense qu'ici, la plupart d'entre vous, sinon tous, savez de quoi il s'agit. Dans ce contexte, bon, on y reviendra dans les questions si vous voulez,
dans le contexte des migrations, ces paysages vernaculaires vont devenir des outils importants parmi les principaux outils de marquage identitaire de ces communautés. Ainsi, on va retrouver des traces de ces vernacular landscapes, non seulement dans les quartiers, j'y reviens dans un instant, mais aussi dans des boutiques, dans des supermarchés, le long des rues, même s'il ne s'agit pas véritablement de ces petites Italies sur lesquelles il a travaillé. Quatrième point, le paysage urbain vernaculaire est envisagé dans la dialectique de ce qui se donne à voir et de ce qui se voit. Étudier les paysages urbains donne accès à une compréhension particulière de la ville en privilégiant ce qui est exposé à la vue, en plaçant l'espace et le bâti au centre de la quête, au centre de la recherche urbaine. Pour exister visuellement, les communautés vont donc marquer le paysage urbain, occuper un espace, y compris, on l'a dit tout à l'heure, sans forcément y résider. Et ce marquage correspond à des enjeux culturels et identitaires forts, mais aussi à des enjeux commerciaux et touristiques. Mais enjeux identitaires, enjeux culturels, enjeux commerciaux, enjeux touristiques, tout ça, ça se mélange. Tout ça, ça se complète, ça se chevauche les uns les autres. Tous sont étroitement liés. Et c'est ce que Jerome Craze va nommer des ethnic theme parks. Ethnic theme parks, une notion qui lui est propre et qui tienne une place tout à fait particulière dans l'économie culturelle et l'économie proprement économique de la communauté. Cinquième point, ce qui se voit prend une place considérable dans les villes. Cependant, il faut se méfier des évidences de la vue et des projections faciles. Par exemple, on va quitter les Italiens un instant pour rejoindre plutôt les communautés noires, afro-américaines. Le fameux Broken Windows Theory qui a été développé en France il y a une quinzaine d'années, on l'a vu. Il s'agissait de dire que dès qu'un carreau était cassé dans un quartier, il fallait vite le réparer parce que les détériorations amenaient une augmentation de la délinquance, une détérioration amenait, parce qu'elle était visible, d'autres détériorations à venir. Or, la plupart des travaux sociologiques qui ont été faits montrent que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre la vitre cassée et les détériorations, les incivilités qui peuvent suivre. Et pourtant, donc là il y a un phénomène visible, mais pourtant cela continue à être développé par la police, par la justice, par les hommes politiques, etc. Parce que on est tous persuadés que la bonne ville est une ville sans carreaux cassés. Donc Jerome Craze va développer, ces points étant évoqués, étant dit, une approche que j'appellerais, enfin, c'est un terme qu'il utilise, il ne parle pas lui-même d'approche sémiologique, mais il utilise beaucoup le mot sémiologique dans son travail, une approche que je qualifierais de sémiologique du terrain, à la fois interactionniste et compréhensive. Alors, l'approche visuelle permet pour lui de dépasser l'opposition entre deux grandes traditions sociologiques dont il se réclame, l'écologie urbaine, qui était celle de l'école de Chicago que j'ai évoquée rapidement tout à l'heure, et ce qu'il appelle la nouvelle sociologie urbaine. Ça c'est un truc d'américain, en France ça fait un peu bizarre. Cette nouvelle sociologie américaine, cette nouvelle sociologie urbaine étant marquée par les travaux de Lefebvre, c'est pas très neuf, et renouvelée par ceux du géographe que beaucoup je pense connaissent ici, David Harvey, qui voit ces espaces urbains comme des biens dans lesquels circulent pouvoir, marchandisation et capital. Et pour lui, la visual sociology permet de rapprocher ces deux traditions dont il se réclame. Les groupes et les individus interagissent les uns envers les autres à partir ou à travers les images qu'ils perçoivent dans les rues, des images extérieures ou les images qu'ils ont les uns des autres. On sait beaucoup des autres en les regardant leurs vêtements, leur manière de se comporter, la couleur de la peau, les cheveux, le genre, les âges, leur manière de nous regarder ou de ne pas nous regarder, de nous sourire ou de ne pas nous sourire. Il y a ainsi, dans la ville, tout un système de marques, de marquages, de signes complexes que nous apprenons à nous approprier pour apprendre à nous croiser sans nous rentrer dedans, à échanger ou à ne pas échanger, à nous regarder les uns les autres ou à ne pas nous regarder,
à savoir finalement quelle place on doit tenir. On est en plein dans la sociologie de Goffman. Ce qui est dit pour les hommes l'est aussi pour les espaces et pour les façades. C'est un petit peu plus là que ce que dit Goffman, encore que. Tout ce qui se voit est signe, ou je dirais plutôt significatif, et donne lieu à interprétation par le citadin. Interprétation du citadin, mais aussi interprétation donc du sociologue ethnographe, dont la tâche est de saisir les interprétations vernaculaires pour ensuite les intégrer dans la théorie sociologique qui est la sienne. Pour Craze, l'une des fonctions de la sociologie visuelle est de rendre visible ce qui est caché. Pour citer Lefebvre, c'est lui qui le cite, je reprends donc une de ses citations, le visible est au centre de la production et de la reproduction des espaces sociaux, à toutes les échelles, mais il complète, mais bien des choses ne sont visibles qu'aux initiés et à ceux de l'intérieur. Il y a ce qu'on montre aux étrangers, il y a ce qu'on montre aux siens, selon un plus ou moins grand degré, gradation d'accessibilité. Et donc le sociologue ou l'ethnographe doivent progresser dans cette accessibilité pour comprendre le social. Pour Craze, l'un des aspects les plus importants des espaces est donc certainement de contenir un très grand potentiel d'accessibilité au monde social parce qu'on peut en voir. Ainsi, il va accumuler les images. Il va accumuler, il va mitrailler, il va faire des centaines, il a plusieurs dizaines de milliers d'images. Alors, je ne suis pas sûr qu'il les utilise toutes, certainement non, mais pour lui, cette accumulation de la production d'images est un moyen d'accumuler un certain nombre de signes, de marques qui vont lui permettre de mieux comprendre le social. Donc l'approche visuelle donne une place particulière à la notion de paysage urbain vernaculaire qui va être censée permettre de donner un sens, une cohérence à tous ces signes, à toutes ces marques. Travailler sur les paysages urbains vernaculaires demande du temps. Il ne suffit pas de prendre les images, même s'il en prend beaucoup. Il faut, je l'ai déjà dit, prendre le temps d'y vivre pour identifier ce qui est ou ce qui n'est pas significatif. Je vois que ma phrase n'est peut-être pas finie. On va passer à l'exemple de Little Italy. Il me reste à peu près 5 minutes. Où est le chef? Ça va, 5 minutes? Donc, Little Italy. Alors, j'ai essayé de trouver une carte ce matin. J'ai eu beaucoup de difficultés pour vous trouver une carte représentant les deux Little Italy les plus importantes de New York, à Manhattan et dans le Bronx. Donc, je ne suis pas arrivé à la trouver. Donc, je vous ai mis deux images, l'une que j'ai prise sur Internet, l'une du Bronx et l'une de Manhattan. Vous voyez, celle du Bronx, c'est une petite Italie plutôt sobre, où on les voit mal sur l'image, mais des commerces, j'allais dire, ethniques, hein, en haut, en particulier avec une épicerie, charcuterie, un peu tout. Et puis en bas, la Little Italy de Manhattan, celle qui est très touristique, avec cette indication « Welcome to Little Italy », qui est indiquée dans tous les guides touristiques de New York. Alors, quelques mots sur les Italiens à New York. Il y a eu jusqu'à 2 millions d'Italiens dans New York dans les années 60. Le plus grand nombre d'Italiens à New York était à Brooklyn, puisque dans les années 60, on en a compté jusqu'à 691 000. Brooklyn, c'est 2,5 millions d'habitants. Donc, plusieurs vagues d'Italiens, des Little Italy, des petites Italies nombreuses, il en reste 2 véritablement bien identifiées, mais une multitude de traces qu'on peut trouver dans les rues, de signes, de marques, j'utilise son mot, qui indiquent la présence des Italiens. Aujourd'hui, les Italiens sont beaucoup moins nombreux, mais ils restent cependant toujours le plus grand groupe ethnique européen de la ville. Je parle comme les Américains. La plupart de ces petites Italies sont nées lentement. Jerome Craze a accordé une attention particulière aux paysages vernaculaires commerciaux parce qu'ils continuent à jouer un rôle central dans l'instauration du caractère ethnique, dans la construction d'une identité ethnique
de ces quartiers de New York. Ces lieux sont des stéréotypes, en fait. Ce sont des stéréotypes d'enclave pour les Italo-Américains, ce qu'il appelait donc des ethnic theme parks, des parcs ethniques, je le cite, dans lesquels les touristes ainsi que les New-Yorkais de naissance peuvent profiter du spectacle local. Ce sont des lieux réels, mais qui s'ancrent dans des imaginaires de la bonne Italie. Et les lignes entre les faits sociaux locaux et les fictions sont plus ou moins floues. La composante principale en est l'italianità. Je ne sais pas si l'italianità existe ici en Italie, en tout cas, d'après lui, elle existe à New York. Il la définit comme un ensemble de comportements sociaux qui s'expriment à travers deux notions, la bella figura et l'omerta, c'est-à-dire, je ne sais pas si je le traduis correctement, vous me direz, se montrer à son avantage et se taire. C'est une pratique de la représentation et de la gestion du secret qui est aussi perceptible sous forme de spectacle social ou à travers le traitement de l'architecture urbaine et des espaces publics. Il y a des choses qu'on va montrer, il y a des choses qu'on va cacher. Alors, si la plupart des vagues migratoires qu'a connues New York se sont progressivement effacées, New York, il y a beaucoup d'Italiens, mais aussi une grande communauté polonaise, russe, juive, etc. La plupart se sont, pas complètement, mais en partie effacés, en particulier du fait de l'assimilation, du fait aussi de ce qu'on appelait le white flight, c'est-à-dire les communautés, les classes moyennes qui quittent, c'est quelque chose qu'on connaît à Saint-Étienne, le white flag. Les classes moyennes quittent les villes, quittent les centres-bourgs pour aller vivre dans les périphéries. Et donc les centres-villes s'appauvrissent. Ça a été une des grandes problématiques de New York à partir des années 70, de reconquérir, que les classes moyennes reconquièrent la ville. Les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Vous vous en doutez. Donc ces communautés vont partir, mais les parties italiennes vont être probablement, avec les chinoises, celles qui restent les plus visibles dans le paysage urbain. À partir de 2000, les plus anciennes et petites Italies vont disparaître et vont être de plus en plus, voire comme à Manhattan, complètement folklorisées. Il ne restera plus que deux. Alors, je vais simplement très vite maintenant vous montrer quelques images que j'ai tirées de son site, qu'on va commenter très rapidement. Voilà. Première image qu'il montre, c'est sur un autre site que j'ai visité, dans lequel il interroge justement l'authenticité de ces petites Italies. Quand on interroge les Italiens, c'est l'Italie. Donc se pose forcément pour le sociologue la question de l'authenticité de cette italianité. À quoi ressemblent ces petites Italies ? En fait, ce qu'il dit, c'est que ces petites Italies, à partir de toutes les traces qu'il va percevoir, sont des petites Italies qui renvoient à une italianité imaginée ou imaginaire, qui sont mises en spectacle pour les touristes, mais qui ne sont pas des représentations de la réalité de la vie des Italiens aujourd'hui à New York. La réalité de cette communauté italienne, la réalité des petites Italies non touristiques, c'est plutôt celle qu'il va trouver dans le Bronx, avec par exemple ces deux images, l'une d'une boutique d'Italiens pour les Italiens, une espèce de bazar, où on voit les couleurs italiennes, on voit un maillot, un t-shirt bleu d'une équipe de foot, et puis une vierge que vous avez de l'autre côté, qui est à côté, alors je ne sais pas si c'est le front yard ou c'est un petit jardin à côté d'une maison. J'ai pas trop pu l'identifier parce que, comme je le disais, il n'y a pas de légende à ces photos. Il y a juste la grande légende, Little Italy the Bronx, vous avez deux lignes, et puis après, il n'y a que les photos. Ce que je n'ai pas dit, en fait, c'est que les photos, elles lui servent aussi beaucoup à se remémorer des situations qu'il a vécues en tant qu'ethnographe. La photo n'est pas simplement là comme document, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de le dire, elle est là comme document,
évidemment. Mais elle est là aussi, et peut-être surtout, et c'est une question qu'il faudrait approfondir avec lui, pour faciliter la remémoration de ce qu'il a vécu en tant qu'ethnographe, photographe. Et puis les petites Italies, je le disais, les vagues migratoires, elles se succèdent les unes les autres, et elles connaissent le processus de gentrification. Et là, vous avez une rue qui n'est pas encore gentrifiée, une autre rue à côté, juste à côté, qui est en train d'être gentrifiée, avec des habitations qui sont en train d'être construites pour d'autres habitants. Cette migration, ce remplacement des migrants, il se fait aussi, je vois que mes deux photos sont à l'envers d'une certaine façon, on voit de ce côté-là le quartier italien et le même quartier qui est en train de s'islamiser avec la construction d'une mosquée sur un lieu qui était précédemment une boutique italienne. Dernière image, je disais, il est militant, et en tant que militant, il va continuer à expliquer, il va continuer à militer contre la gentrification, il va continuer à militer pour que les Italiens restent dans le Bronx ou dans Brooklyn où il habite, pour qu'ils continuent à être des acteurs sociaux à part entière. Je cherche ma conclusion. Et il continue à faire tout un tas de conférences. Voilà. Conclusion, ça ira très vite. Je l'ai faite tout à l'heure en écoutant les interventions de ce matin. Le travail de Jerome Craze pose, entre autres choses, la question de la filiation. Il y a certes, on l'a dit ce matin, toujours une image qui précède une autre image. Il y a toujours une image qui précède, qu'elle soit sur l'appareil photo, ou qu'elle soit sur l'écran, ou qu'elle ait été une image qui est inscrite dans notre mémoire. Mais il n'y a pas que d'autres images. Il y a aussi d'autres filiations. Il n'y a pas que les filiations d'image. Il y a aussi des filiations intellectuelles qui peuvent influencer tout autant le photographe, qu'il soit artiste, j'imagine, ou sociologue. Et ces filiations intellectuelles, ce ne sont pas forcément des filiations de gens qui ont fait des images et qui ont pris des images. On pourrait, je ne l'ai pas fait ici, mais faire le lien, faire un travail pour essayer d'identifier la dimension lefèvrienne dans les photographies de Craze, alors que je n'ai pas connaissance que Henri Lefèvre n'ait jamais pris une photo de sa vie. Il en a probablement pris, mais en tout cas, je ne crois pas qu'elle soit très connue, si c'est le cas. Donc il a ce premier point. Et puis il y a aussi des sociologues qui doivent assumer leur dette vis-à-vis de l'image, et c'est très rare en France, ça se fait un peu aux États-Unis. Des sociologues qui doivent assumer leur dette vis-à-vis de l'image et de la photo, et c'est donc tout un champ, toute une méthodologie qu'il faut mettre en place, que certains ont commencé à mettre en place, comme Albert Piette il y a déjà quelques années, mais qui ont très peu eu de successeurs. Il a là probablement un véritable champ à redévelopper en France, entre photographie et sociologie ou anthropologie, qui reste encore trop balbutiant et qui nous permettrait d'approfondir de manière un petit peu décalée, un petit peu différente, notre connaissance des paysages urbains et des situations urbaines plus généralement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas combien de temps il nous reste pour les questions. La montre a disparu de mon côté. Une dizaine de minutes ? Ouais, nous sommes très en retard. Un quart d'heure ? Une demi-heure de retard. Donc j'ai déjà posé un certain nombre de questions, j'en ai également, mais si vous voulez en poser en premier, je vous invite à en poser. Oui, alors j'ai peut-être mal écouté ta conclusion, en fin de compte, mais j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur la place que la photographie prend dans la visual sociology américaine. Est-ce qu'il constitue un cas finalement particulier, ou est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait récurrent? Et d'autre part, est-ce que
Est-ce qu'il y a dans leurs livres, ou dans ces livres, une réflexion finalement sur la différence qu'on peut observer entre les choses vues et les choses photographiées? Parce que je t'ai suivi avec intérêt, hein, mais pourtant la photographie, c'est pas exactement une réplique du regard porté sur le visible tel qu'il peut témoigner du social. C'est un petit peu autre chose. Donc est-ce que c'est pensé par ces sociologues? Alors, la visual sociology, hein, c'est un courant de la sociologie américaine. Je le disais, qu'il n'a pas sa traduction en France. Il n'y a pas la traduction, il n'y a pas d'équivalent non plus. Hein. Je n'ai pas l'impression, quand je vois les sociologues français qui travaillent avec la photo, qu'on trouve les mêmes types de travaux. Alors, je ne sais pas comment ils sont. Il y a une école, ils ont un site, ils ont une revue. C'est un courant de la sociologie américaine qui est tout à fait, qui a une visibilité scientifique tout à fait réelle, qui a dû naître il y a à peu près une quinzaine d'années. Alors, pour répondre à ta deuxième question, je lui ai posé la question, moi-même, enfin, je ne l'ai peut-être pas posée de manière aussi directe, et je n'ai pas eu de réponse. C'est-à-dire que je pense que là, il y a un refus assumé, enfin de sa part, je ne sais pas si ils sont tous comme ça, d'avoir une quelconque approche, une quelconque, comment dire, une quelconque esthétique, une quelconque dimension artistique dans ces images. Ça parlait d'esthétique, de conscience du médium. Oui. Donc il n'y a absolument aucune volonté esthétique. Du coup, les photographies, elles sont apparemment strictement documentaires. Alors, en même temps, elles ne sont pas que... On ne peut pas dire ça, c'est pas possible. Donc on sait bien que la photographie est un filtre. Et la façon, je l'ai dit un peu, mais très rapidement, qu'il a de régler ce filtre, c'est de mitrailler. Mais ça ne résout pas la question. C'est un... Je sais comment on appelle ça. Sinon, tout... Il répond pas. Il ne tient pas de côté. Je ne sais pas comment te répondre. Alors, il utilise beaucoup dans son travail, dans ses ouvrages, le terme de sémiotique, qui ne nous apprend pas grand-chose, finalement. Parce qu'on va interpréter les photos comme étant pleines de signes. Alors... Mais de notre côté, ces signes sont interprétés en fonction de la problématique, en fonction de, ça c'est typiquement sociologique, en fonction des questions, du cadre théorique qui s'est posé. Donc les interprétations, elles sont construites dans ce cadre-là. Du coup, peut-être que ta question n'a pas de sens pour lui. Je ne sais pas si tu me comprends. Non, bien sûr, oui. Je te comprends. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, enfin, c'est une question auquel je pense que tu as déjà partiellement répondu en creux, mais comment il utilise ce matériau? C'est-à-dire, de quelle manière objective-t-il tout ça? Parce qu'une photo, c'est quelque chose d'extrêmement relatif, enfin relatif à celui qui la prend, relatif à celui qui la regarde. Alors, ça prouve rien, quoi, au final, quoi. Donc, quelle est sa méthode pour utiliser ça? En dehors, tu nous as dit mitraille, mais à part ça. Donc, merci Georges. Tu as remarqué qu'il y avait un trou dans mon exposé. Et s'il y a un trou dans mon exposé, c'est que je n'ai pas la réponse à ta question. J'ai pas la réponse. Ça fait partie des... J'allais dire des impensés. Ça fait partie des hiatus, effectivement, dans ce type de sociologie, qui va chercher la théorie à l'extérieur de l'image, qui va chercher la théorie dans la théorie sociologique. Et donc ces images, elles sont là comme documents. Et en même temps, ça rejoint un petit peu la question de Daniel. Elles sont là comme documents et on ne se pose pas la question qu'on se pose, que vous êtes posée aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il ne s'oppose pas véritablement à la question de la manière, d'une épistémologie véritablement de ces images. Alors, est-ce que, parce que c'est bon, par rapport à Jackson, ça me fait penser à un certain nombre de choses. Est-ce que finalement, l'accumulation d'images, c'est un moyen mnémotechnique, un moyen de marquer ses doutes, plutôt ses questions, plutôt que des affirmations par rapport à ce qu'il voit? Est-ce que finalement,
on voit qu'il fait quelques expositions, mais est-ce que il revoit en fait, il regarde ses photographies ou la plupart de ses photographies après les avoir prises? Première question. Et j'ai été marqué également, alors c'est en lien avec finalement jusqu'à la toute fin de ton exposé sur l'absence finalement de ces photographies. Est-ce que tu penses qu'il ne faut pas réduire l'expérience visuelle et la sociologie visuelle qui se passe sans l'appareil photo à l'image photographique, et finalement ça serait réduire tout ce travail d'enquête peut-être que la photographie ponctue, mais qu'elle ne réduit pas en fait. Enfin, qu'elle ne synthétise pas. Non, mais c'est juste de remarquer que j'ai beaucoup plus parlé que de montrer des images. Je suis incapable, et il ne le ferait pas lui-même, de commenter les images comme vous le faites. C'est pas l'objet. Enfin, ça serait probablement intéressant de lui demander de prendre des images et qu'il nous les commente, qu'il nous dise ce qu'il en fait. C'est une expérience que j'ai jamais eue, mais effectivement, faudrait le faire. Est-ce que tu sais s'il les regarde finalement, oui, ces images, ou il les prend et finalement il les archive directement? Mais je pense qu'il y a les deux niveaux. Non, parce que c'est une pratique qui n'est pas finalement si rare, de prendre des images, finalement on peut les regarder. C'est-à-dire que dans cette visual sociology, ce qui est important, j'ai l'impression, et je lui ai posé la question, et c'est là où il m'a répondu effectivement que j'avais raison, qu'elles ont peut-être plus une dimension mnémotechnique qu'une dimension technique et documentaire qu'autre chose. Effectivement. Comme vecteur d'attention visuelle. On fait attention, ça donne une certaine... Peut-être que la photographie est une façon de discipliner le regard quand on est sur le terrain. D'avoir un objectif, et ça c'est quelque chose qui est très net. Moi, quand je prends des photos, je ne vois pas les mêmes choses évidemment que vous tous, mais même moi sociologue, je ne vois pas les mêmes choses que quand je n'ai pas l'appareil photo. Et ça rend une autre visibilité au monde social que simplement de regarder comme ça. Alors c'est peut-être ça, mais il faudrait approfondir. Mais de ce que j'ai lu, je n'ai jamais trouvé, c'est une façon aussi de répondre à Georges, de véritable théorie de la visual sociology. Parce que dans la sociologie visuelle américaine, il y a par exemple la pratique du photo-entretien, où on utilise les photographies pour finalement en apprendre plus par rapport à ce qu'on a vu. Est-ce que Jerome Craze utilisait... je n'ai pas vu dans ses travaux. Dans ses travaux, c'est pas visible. Comme il écrit à peu près 2 ou 3 articles par an, beaucoup que je n'ai pas lu. Oui. D'abord, une première remarque, Michel, mais tu sais très bien que j'allais te la faire. Le documentaire... Est-ce qu'on peut arrêter là? C'est parce que le documentaire présuppose quand même une esthétique, et que parfois tu glisses de document à documentaire assez allègrement. Deuxième chose, je reprends cette conversation. Tu as dit document. Est-ce qu'on pourrait dire exemplum au sens latin du terme, pas au sens d'exemple? C'est-à-dire quelque chose qui permet de modéliser à un moment donné une situation visuelle et qui permet de penser des choses. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'esthétique ou il n'y a pas de truc. Il y a quand même une déictique de ces images. Une déictique, un ceci. Elles indiquent quelque chose. Quand il y a les photos de Little Italy, il va chercher à un moment donné le mot Italie, le mot mozzarella, même si à côté, plus loin, il y a le mot samouraï, etc. Il va chercher des indicateurs, et donc c'est comme si sa théorie lui permettait de mettre des flèches sur des situations images. C'est pour ça que je dis c'est peut-être aussi des notes visuelles, qui se passe peut-être quelque chose comme un exemplum et des notes visuelles, de la notatio au sens où Barthes faisait élargir la signification de la notatio, pas simplement prendre des notes, mais commencer déjà à être dans des situations visuelles. Et ces images, malgré tout, malgré ce qu'on est en train de dire, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas d'esthétique, je ne suis pas sûr. Il y a des images, il y a certaines images, les images des 2 rues que tu as montrées à un moment donné, en disant il y a la mosquée, etc. Elles ont un cadre, elles ont une composition, qui est peut-être une composition de sociologue. Voilà, c'est ces 2 images-là, mais même celles d'avant, elles ont un cadre, etc. Mais elles ont une fonction déictique, c'est-à-dire d'aller pointer quelque chose. Peut-être que c'est le côté théorique qui vient rentrer dans l'image, mais peut-être qu'aussi, et c'est là où tu dis qu'elles servent à se rappeler, c'est peut-être la relecture des images qui va remettre en situation visuelle les concepts de la sociologie qui va dégager.
dire un va-et-vient entre théorie et existence des images. Bon, c'est moi qui les ai choisis, les images. Je les ai pas là, mais si tu prends les, je sais pas combien, 300 ou 400 images qu'il y a sur l'Italie du Bronx, j'ai mis un moment, je les ai toutes regardées, hein, j'ai mis un moment. Hein. Il y en a les 9/10 dans lesquels tu as aucune indication d'une italianité quelconque. Hein, c'est le quartier. Donc ces signes qu'il appelle les marques, lui, qui sont ici, elles sont de loin pas majoritaires sur l'ensemble du corpus. Donc en même temps, le fait de ne pas avoir de marque, c'est aussi une marque. Dans un sens où tu es dans un coin que les Italiens reconnaissent comme étant Little Italy, et tu n'as rien qui t'indique que tu es dans Little Italy. C'est aussi une façon peut-être de dire quelque chose.